Au mois d'août 1945, 2 bombes atomiques ont été larguées sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Aujourd'hui encore, les raisons qui ont poussé les États-Unis à utiliser pour la première fois l'arme atomique sont l'objet de vives controverses. Il n'y avait aucune justification militaire au largage de la bombe sur le Japon. Sans aucun doute, certains membres du commandement militaire américain considéraient que l'Union soviétique était le prochain ennemi. Le plan de 1945 prévoyait de bombarder 20 cibles en territoire soviétique. Des centaines de films et de livres ont été faits pendant les 70 années qui se sont écoulées depuis la tragédie d'Hiroshima et de Nagasaki. On pourrait croire que tout a été analysé et raconté. Néanmoins, des dossiers déclassifiés témoignent que le bombardement du Japon n'était pas dicté par une nécessité militaire, mais par la volonté de montrer aux Soviétiques la puissance américaine. La première bombe atomique de l'histoire a été larguée sur Hiroshima le 6 août 1945. Plus de 100 000 personnes ont péri. Ceux qui se trouvaient à l'épicentre de l'explosion ont tout de suite été réduits en cendres. Les autres sont morts des brûlures et de la radiation. À Hiroshima, on trouve encore des survivants au bombardement atomique. On les appelle les Hibakusha. Ils sont à peu près 50 000. Chacun a sa propre histoire. Je vais rencontrer l'un d'entre eux. Quelle maison cherchez-vous? Celle-ci. Bonjour. Je m'appelle Chiyoko Kuwabara. Excusez-nous, c'est très étroit ici. Voici mon mari. Lui aussi, il a survécu au bombardement atomique. Ses 2 sœurs et sa mère ont péri. À l'époque, Chiyoko Kuwabara n'avait que 13 ans et allait à l'école. Mais les souvenirs du bombardement ne sont pas devenus moins douloureux avec les années. Il n'y a pas eu d'alarme avertissant d'une attaque aérienne. C'est pourquoi j'ai cru que c'était un avion japonais. Nous étions des enfants. Nous sommes restés sur place à le regarder et soudain, la bombe est tombée. Il y avait des corps partout. Les mères cherchaient désespérément leurs enfants. Autour, on entendait des cris. Maman, maman. Les enfants survivants cherchaient leur mère, qui les regardait et était souvent incapable de les reconnaître. Et puis j'ai vu une mère user d'une branche d'arbre pour enlever des larves du corps de son enfant. Le petit criait « Ça fait mal ». Mais la mère savait que le lendemain, ce ne serait plus des larves, mais des mouches. Alors elle répétait « Je dois les enlever ». Mais cela n'a servi à rien. L'enfant est mort malgré tout. Pour moi, cette guerre continue, car ces souvenirs ne me laissent jamais en paix. J'étais content que ce plan ait fonctionné. C'était une longue guerre. Ce sont les Japonais qui ont attaqué les premiers. À cette époque, les Japonais n'étaient pas un peuple très sympathique. La politique du gouvernement américain visait une soumission totale de la nation japonaise. Et j'étais prêt à faire tout ce qui était mon possible pour que ce projet se réalise. Le président américain Harry Truman a pris la décision de larguer les bombes sur le Japon 4 mois seulement après le début de son mandat. Il y a peu de temps, un avion américain a largué une bombe sur Hiroshima.
détruisant complètement la ville et son potentiel pour l'ennemi. Avec cette bombe, nous sommes passés à un niveau supérieur, révolutionnaire, dans la destruction. Ce qui a été accompli est l'une des avancées les plus significatives de la science dans l'histoire. Peter, Oui. à ton avis, que peut penser le petit-fils du président Truman au sujet de sa décision de larguer des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki? Quelle affaire de naître dans ce contexte. Ton grand-père a largué la bombe qui a tué des centaines de milliers de Japonais, et tu dois vivre avec cette idée? Il serait intéressant de savoir comment la décision du grand-père a influencé la vie de son petit-fils. Car même si ce n'est pas lui qui a largué la bombe, il est quand même lié à ces événements par son nom de famille. Enchanté. Enchanté. Je m'appelle Peter. Voici ma femme Polly. Polly, enchantée. Enchanté, Polly. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent vous rencontrer au moment de l'anniversaire des événements du mois d'août 1945. Oui. Avec de bonnes intentions. Écoutez, ça dépend. J'ai vraiment du mal à imaginer comment les vraies célébrités arrivent à supporter ça tous les jours. Qu'est-ce que ça vous fait d'être interviewé au sujet de cette décision de votre grand-père? Cela ne vous agace-t-il pas d'être associé à son nom? Non, non, je le comprends très bien. Quand j'étais petit, ça me gênait. Après, adolescent, tu cherches à comprendre qui tu es, mais certains ne te considèrent que comme le prolongement de quelqu'un. Oh, ton grand-père était quelqu'un de merveilleux. Oh, je me souviens de ton grand-père. Merci, mais j'ai bien grandi et on ne choisit pas sa famille. Donc l'héritage, pour ainsi dire, est incontournable. Incontournable, non. C'était mon choix. À l'âge de 40 ans ou presque, j'ai redécouvert mon grand-père. Vous savez, l'histoire, on la porte en nous. Conférence de Potsdam, juillet 1945. Les Alliés s'efforcent de trouver un accord sur l'organisation de l'Europe d'après-guerre. Staline ne savait pas encore à quoi s'attendre de la part de Truman, qui venait de succéder à Roosevelt au poste de président des États-Unis. C'est un tournant dans les relations entre alliés. À Potsdam, Truman a annoncé à Staline que les USA possédaient une arme de nouvelle génération, sans préciser de quoi il s'agissait. Il croyait que Staline ne le savait pas. Staline lui a répondu fermement « J'espère que vous l'emploierez efficacement contre l'ennemi ». Aujourd'hui, de nombreuses sources, y compris soviétiques, nous apprennent que grâce à ses services secrets, Staline savait de quelle arme parlait Truman. Staline se rendait compte que Truman parlait probablement d'une bombe atomique et que les États-Unis n'avaient pas informé l'Union soviétique de ce projet. Nous savons que Truman a dit « Si la bombe explose, j'aurai un bon moyen de montrer à ces Russes ma puissance ». C'est quoi cette carte? C'est une carte de visite de Sumiteru. Elle contient sa photo après l'explosion de Nagasaki. J'avais 16 ans. J'étais à 2 km de l'épicentre. L'explosion s'est produite juste derrière moi. Après l'explosion, j'ai passé 3 ans et 7 mois à l'hôpital. Au cours des 21 premiers mois, je ne pouvais pas bouger et je devais rester tout le temps allongé sur le ventre. Sumiteru Taniguchi faisait son travail de facteur au moment où la bombe atomique Fat Man est tombée sur Nagasaki. La chaleur de l'explosion a fait fondre la peau de son dos et de son bras gauche. Les images de ces terribles plaies sont rentrées dans l'histoire et Sumiteru est lui-même devenu un symbole des souffrances causées par les bombes. Mon dos a brûlé jusqu'aux os. Une partie du corps était paralysée. Les côtes sont rentrées dans le cœur et les poumons. Encore aujourd'hui, cela me fait très mal. En 1959, nous avons fondé le Conseil des victimes du bombardement de Nagasaki. Le Conseil demande l'interdiction du recours aux armes nucléaires. C'est cette année-là que je me suis mis à parler aux gens de cette tragédie.
Initialement, ce n'est pas Nagasaki qui devait subir l'attaque. Fat Man était destiné à être largué sur la ville japonaise de Kokura, mais des mauvaises conditions climatiques, un peu comme aujourd'hui, ont poussé les pilotes américains à détourner leur itinéraire vers Nagasaki. La bombe atomique Fat Man a été larguée sur Nagasaki le 9 août, seulement 3 jours après le bombardement d'Hiroshima. L'explosion d'un équivalent de 21 kilotonnes de TNT a coûté la vie à plus de 70 000 habitants de la ville. Avant ces attaques nucléaires, les États-Unis avaient organisé le blocus du Japon, le privant d'approvisionnement en vivres, en carburant, et mené campagne intensive de bombardement par bombes incendiaires. L'étude américaine sur le bombardement stratégique faite avant la fin de la guerre avait estimé que les Japonais se seraient rendus même si la bombe n'avait pas été utilisée. Même s'il n'y avait pas eu d'invasion, ils auraient capitulé avant le 1er novembre, ce qui devait être la date d'Operation Olympic, marquant l'invasion de leurs îles. Mais alors pourquoi les Américains ont-ils largué les bombes atomiques ? C'est là que commencent les hypothèses. Je pense que Truman avait un double objectif quand il a ordonné le largage des bombes. Premièrement, il espérait que le Japon allait se rendre avant que les Russes n'entrent en guerre contre lui. Ainsi, l'URSS n'obtiendrait pas les territoires qui lui avaient été promis. Deuxièmement, et c'est même le plus important des deux, les Américains voulaient montrer aux Russes leur puissance militaire. Chaque pays vainqueur avait pour objectif d'élargir sa sphère d'influence dans le monde d'après-guerre. Les relations entre l'Est et l'Ouest se détérioraient à grande vitesse. Les Américains se sont rendus compte que leur savoir-faire atomique leur donnait un argument de poids sur la scène politique internationale. Des documents datés de 1945 en témoignent. Les alliés de la veille étaient désormais divisés. Selon le plan élaboré en octobre 1945, il était prévu de bombarder 20 cibles en Russie. Moscou et Leningrad figuraient sur la liste dès le début. De plus, de ce que je sais, la principale cible était soit le Kremlin, soit la centrale électrique qui se trouvait à proximité. Comme les bombes devenaient de plus en plus puissantes, on changeait constamment l'endroit éventuel de la chute. Le but étant de détruire le plus de cibles avec une seule bombe. Voici un projet du Joint Intelligence Committee, série 250. Selon ce document, l'Union soviétique était affaiblie et risquait de mener une politique agressive contre les États-Unis. Les stratégies postérieures devaient alors tenir compte de toutes ces circonstances. Par la suite, ces projets n'ont fait qu'augmenter le nombre des villes soviétiques cibles d'éventuelles attaques atomiques. Ce plan a d'abord été baptisé PINS, puis Drop Shot. À mesure que la confrontation politique entre l'Union soviétique et les États-Unis devenait de plus en plus intense, le nombre des villes soviétiques à attaquer augmentait. Point 4. Dans un avenir proche, une guerre entre les États-Unis et la Russie sera le résultat de mauvaises estimations des leaders soviétiques quant aux capacités et aux intentions des États-Unis. Il y a même une carte des centres industriels du territoire soviétique ciblée par les Américains. Sanae Ikeda a 82 ans. Il fait partie de ceux qui ont survécu au bombardement de Nagasaki. Sa fille, Naoko, l'accompagne aux écoles où il se rend pour parler de la guerre aux enfants. Sanae utilise des dessins pour expliquer aux enfants les événements du jour où la bombe est tombée. Le jour où la bombe est tombée, il faisait beau, comme toujours durant cette période de l'année. Nous avons entendu le son d'une alarme. Au même moment, j'ai vu la bombe tomber depuis l'avion américain. La bombe tombait lentement, attachée à un parachute. L'explosion a déchiré toute la peau de mes mains. Je me suis mis à saigner. J'ai distingué un éclat vert et après je ne pouvais plus rien voir. J'ai essayé de trouver ma mère. Elle avait été propulsée à 15 mètres par l'explosion. J'ai retrouvé ma mère et nous sommes partis ensemble vers la ferme.
Nous avons croisé un homme sur notre chemin. Il était carbonisé. On avait même du mal à deviner s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Cette personne nous a dit que tous les habitants de Nagasaki étaient morts et que la ville était détruite. Arrivés à la maison, nous avons rencontré des gens que nous connaissions. Ils nous ont dit que tous nos voisins étaient morts. Ceux qui avaient survécu étaient gravement blessés. Ils ne savaient pas où aller et se tenaient debout dans un cours d'eau pour tenter de soulager leur souffrance. J'ai trouvé un corps dans l'eau. Je n'ai pas tout de suite compris que c'était ma sœur. Elle était toute noire. Je ne distinguais même pas son visage. À côté de sa veste, j'ai trouvé un petit ruban qui tenait son pantalon. Un côté de la matière était carbonisé, mais l'autre était intact. J'y ai distingué de petites fleurs. C'est ainsi que j'ai compris que c'était ma sœur. Mon père et moi sommes allés chercher du bois. Ensuite, nous avons fait du feu et inhumé le corps de ma sœur, Susuko, dans la cour. À cause du bombardement, j'ai perdu tous mes frères et toutes mes sœurs. Seuls mes parents et moi-même sommes restés en vie. Je pense qu'à cette époque, on croyait les bombardements nécessaires. Après la guerre, le général Marshall, commandant des forces armées américaines, a dit que le but était d'éviter l'invasion du Japon. On savait que si le contraire s'était produit, de nombreux Japonais et Américains auraient été tués. C'était la justification de Truman, épargner la vie de plus de 500 000 soldats américains qui auraient pu la perdre si l'invasion du Japon avait eu lieu. Ce que je ne comprends pas, c'est comment des gens qui étudient les mêmes documents et les mêmes faits peuvent aboutir à des conclusions si différentes. Si vous regardez ce que les services de renseignement américains disaient, si vous regardez les commentaires des dirigeants américains de l'époque, en fait, 6 des 7 amiraux et généraux 5 étoiles, ayant obtenu leur 5e étoile pendant la guerre d'ailleurs, ont déclaré publiquement que la bombe était soit militairement inutile, soit moralement répréhensible, soit les deux. Je pense que la seule conclusion possible est que le bombardement n'était pas nécessaire. L'invasion soviétique allait mettre fin à la guerre, alors que l'invasion américaine n'aurait pas eu lieu avant le 1er novembre. Alors nous avons lancé les bombes le 6 et le 9 août pour éviter une invasion qui aurait demandé un délai de 3 mois. Alors pourquoi l'avons-nous fait? Je crois qu'on peut répondre parce que nous le voulions. Chiyoko m'a gentiment accompagné dans ma visite du musée du mémorial de la paix à Hiroshima. Cet endroit fait naître en elle des sentiments mêlés. D'un côté, il y a les souvenirs de la bombe, mais de l'autre, il y a les bons souvenirs de son mariage qui a été célébré dans le parc à proximité. Les autorités de la ville ont proposé de retirer certains éléments de l'exposition, arguant qu'ils pouvaient faire peur aux enfants. Chiyoko, au contraire, ne les trouve pas assez réalistes. Regardez ce visage. Il est trop propre, presque élégant. Après avoir reçu de telles doses de radiation, vous ne pouvez pas avoir autant de cheveux. Ici, c'est pareil. Celle-là, elle est trop belle. L'épicentre est précisément sous la balle rouge. L'explosion s'est produite à 800 mètres au-dessus de la ville. Beaucoup de gens ont souffert ainsi. Énormément de gens. Pour moi, c'est dur de regarder ces images. Les pauvres. Je pense qu'ils sont morts. Tous. Est-ce que je regrette d'avoir participé à la mission atomique? Je regrette que nous ayons été obligés de faire ces bombardements. Mais je pense qu'ils étaient indispensables pour finir la guerre, avec des pertes minimales. Si la même situation se reproduisait aujourd'hui, je veux dire une situation identique à celle de 1945, est-ce que je ferais pareil? Oui, je ferais la même chose. Je serais même volontaire pour larguer la bombe moi-même.
Il me semble que vous travaillez actuellement à votre propre ouvrage au sujet des bombardements. Oui, ce sont des mémoires. Quelle est votre approche dans cet ouvrage? C'est une approche plutôt personnelle à propos de mon changement d'avis. Comme la plupart des Américains nés à cette époque, pour moi la bombe était quelque chose de fantastique. Elle a mis fin à la guerre, elle a épargné des centaines de milliers de vies des deux côtés. C'est comme cela que mon grand-père justifiait sa décision, mettre fin à la guerre et sauver la vie d'Américains qui auraient certainement été tués pendant l'invasion des îles principales de l'archipel. Avant, c'est vrai, je n'y accordais pas de grande importance. C'est après que je me suis rendu compte que de l'autre côté, des milliers de gens étaient morts, et ce, de manière effroyable. Le Japon paie encore le prix des bombardements. Tous les mois, le gouvernement fait des versements aux victimes pour des soins médicaux, non seulement physiques, mais aussi psychologiques. Nombreux sont ceux qui se sont rendus à cette clinique après l'attaque. Au Japon, on les appelle des hibakusha. 300 patients résident ici. Tous sont des survivants des bombardements atomiques. La principale cause de leur maladie, ce sont les radiations. Mais leur âge entre aussi en jeu. Quant aux maladies spécifiques dont ils souffrent, la plupart du temps, il s'agit de cancer ou de problèmes cardiaques. Ça vous prend combien de temps pour faire ça? Si je suis inspirée, une semaine à peu près. Mais sinon, c'est plutôt un mois. C'est pour moi? Oui, merci. Merci. Seuls 3 de mes collègues ont survécu à l'explosion. Tous les autres, 530 ou même 550 personnes, ils sont tous morts. Il y a aussi des troubles mentaux, des cas de syndrome post-traumatique. Il s'agit de souvenirs de l'explosion que les gens préféreraient oublier. Mais ces souvenirs restent dans leur tête et reviennent à la surface parfois, comme un flashback. Pour limiter l'effet négatif de ces troubles, nous devons gérer de telles situations. Après la guerre, la constitution japonaise a été modifiée par les Américains et est restée inchangée jusqu'à nos jours. Son article 9 interdit aux Japonais de constituer une armée. Le pays ne peut avoir que des forces de défense telles que la flotte qui est en partie basée ici, dans la base navale américaine de Yokosuka. C'est ici, dans les rues de Dobuita, que la présence américaine se fait ressentir le plus fortement. Les marins connaissent cette ville sous le nom de Honsh. À quelques pas seulement est située la base navale américaine. Anytime baby. Je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire. C'est l'endroit où il faut aller si vous voulez manger un burger ou faire du shopping dans un magasin d'équipement militaire. Le pub Rock City semble être particulièrement populaire auprès des résidents étrangers de Yokosuka. Il paraît que les marins américains y passent la plupart de leur temps. La base navale américaine d'Okinawa, quant à elle, suscite beaucoup de tensions. Elle abrite plus de 21 000 militaires. En d'autres termes, plus d'un tiers des soldats américains de la région Pacifique est rattaché à cette base. Depuis de nombreuses années, les habitants s'opposent à la présence militaire américaine à Okinawa. Après la guerre, Okinawa a été choisi par l'armée américaine pour devenir une colonie des États-Unis. À cette époque, l'armée nous a simplement pris la terre où nous vivions et que nous cultivions. Ils sont venus avec des bulldozers, ont détruit nos jardins et ont récupéré la terre pour les besoins de l'armée américaine. C'était notre terre.
Quand Okinawa est redevenue une partie du Japon, une constitution pacifiste est entrée en vigueur. Elle garantit le droit à la propriété privée. Nous demandons fermement que nos terres ne servent pas de base pour faire la guerre. Nous demandons fermement que les bases militaires se délocalisent et que les terres soient utilisées dans les mêmes buts qu'auparavant. Malgré les bombardements atomiques, le Japon et les États-Unis ont aujourd'hui des relations amicales proches. Cependant, les États-Unis n'ont toujours pas présenté leurs excuses. Truman a vécu jusqu'à l'âge de 88 ans et n'a jamais changé d'avis concernant les bombardements. Alors il ne faut pas s'attendre à des excuses officielles. Non, je ne pense pas qu'elle puisse avoir lieu. On peut en parler autant qu'on veut, mais je ne pense pas que des excuses officielles soient présentées un jour. Il est possible que les deux pays se mettent d'accord pour dire « Oui, nous avons fait du tort l'un à l'autre et nous promettons de ne plus jamais recommencer. » Mais en ce moment, j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir des excuses, que ce soit du côté américain ou du côté japonais. Il me semble que les États-Unis n'ont jamais demandé au Japon de s'excuser pour l'attaque de Pearl Harbor, et de son côté, le Japon n'a jamais présenté d'excuses. Que pensez-vous des Américains aujourd'hui? Les paroles et les gestes des Américains sont nobles, mais les actes, je n'ai pas l'impression qu'ils soient sincères. Quand Obama a été élu, il a promis de réduire le nombre d'armes atomiques, mais au lieu de ça, il l'a augmenté. En fait, il devrait assumer ses propos. Et puis il devrait se rendre à Hiroshima et à Nagasaki, s'y rendre pour s'y recueillir. Les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont pris la vie de plus de 300 000 Japonais. Les plans d'attaque contre l'URSS concernaient 20 villes, dont des grands centres comme Moscou, Leningrad ou Sverdlovsk. Si ces plans avaient été concrétisés, il y aurait eu des millions de morts. Heureusement, cela ne s'est jamais produit. Mais les événements qui ont eu lieu au Japon annonçaient une nouvelle époque, celle de la guerre froide.